de ces 5 thèmes. On va aller faire un petit peu de géographie, puisque les conférences auxquelles vous avez pu assister préalablement étaient souvent des conférences historiques. Moi, j'ai un petit peu tout mélangé. L'ethnographie, la géographie, on va parler un petit peu de société, évidemment, on abordera bien évidemment la crise que traverse le Portugal actuellement. Comment pourrais-je faire autrement? Vous savez que le Portugal, tout comme l'Espagne, tout comme l'Italie, tout comme ces pays du Sud, sont touchés profondément par la crise. Le Nord n'est pas épargné, pas plus que d'autres régions. Alors on va aller faire un petit peu, déjà, un premier petit voyage. Je les garde pour voir le format. Néanmoins, vous distinguez ce triangle. En fait, c'est la carte que vous avez sur les 4 pages que je vous ai distribuées. Alors, il y a un triangle, vous voyez, il y a 3 villes. Vous avez les 2 grandes villes d'abord de la chose ont été totalement ignorées par mon reportage photographique. Vous avez Bragance, près de l'Espagne, mais à peu près, et Bragance se trouve tout à fait à l'est. C'est la grande ville du Trás-os-Montes. Deuxième ville importante, au sud, c'est la ville de Vila Real. Vous avez aujourd'hui une autoroute qui traverse cette région, qui a des enclaves, c'est l'autoroute avec reportage photographique. Toutes les photos que vous verrez concernent 3 localités. Vous avez Chavez, les Clés, littéralement, qui est une ville qui fait à peu près 25-30 000 habitants, qui se trouve essentiellement, vous voyez, plutôt vers l'est. Au sud, une grosse bourgade rurale qui est celle de Boticas, qui est une ville à peu près de 5 000 habitants, et une ville qui est à peu près comparable en habitants à celle de Chavez, c'est Montalegre. Nous sommes dans une région, une carte normale, de moyenne montagne. À peu près 500, 600 mètres. Il n'y a pas de haute montagne au Portugal, je le précise. Les montagnes les plus élevées se trouvent plutôt au centre du Portugal. Si le nord est montagneux, c'est une moyenne montagne. Mais c'est une moyenne montagne, si vous voulez, qui a provoqué un profond enclavement, incontestablement, de cette région. Et Salazar, c'est l'histoire noire pour les Portugais, y déportait d'ailleurs ses prisonniers politiques. Pour un enseignant, être envoyé au Trás-os-Montes, j'ai envie de dire que c'est pour la même chose que pour un enseignant français d'être envoyé dans le Nord il y a quelques années. C'est pas la terre d'élection, c'est pas celle à laquelle on rêve. En ce qui concerne, si vous voulez, les beautés du Trás-os-Montes, ce que l'on peut déplorer, c'est que pour l'instant, ces beautés n'ont pas véritablement été reprises à leur compte par le tourisme. Nous sommes dans un tourisme en gestation, mais avec un potentiel tout à fait étonnant qui, à mon avis, devrait prendre toute sa dimension d'ici quelques années. Alors, le plan de la conférence, si tu veux bien, je vais la montrer, est la problématique. Je disais toujours, quand nous étions à la fac, il faut une problématique, il faut une question. Alors, la problématique, elle est la suivante. En quoi le patrimoine, ce potentiel conservé est-il le meilleur atout pour un futur développement? J'insiste bien sur le terme de futur. Parce que pour l'instant, le développement est faible. Nous sommes devant la région incontestablement la plus pauvre du Portugal. Et c'est pas pour rien qu'on en parle. Si le Portugal, si cette région était riche, on n'en partirait pas. Nous en parlions juste avant la conférence, les gens partent parce qu'il n'y a pas de boulot. Ou alors parce qu'on est insuffisamment payé. Le salaire moyen du transmontane, c'est 400 € par mois. Il faut quand même avoir cette notion en tête. Avec 400 € par mois, on ne vit pas. Et donc les gens partent pour cela. Ils partent, comme je le dirai plus tard, avec toujours la perspective de revenir. Ceux qui vont faire tôt ou tard la retraite, je suppose que c'est ce que vous faites sans doute. On fait sa maison au Portugal, évidemment. Et on revient tous les étés. Évidemment, on revient au mois d'août, qui est le mois où les Portugais reviennent chez eux. Alors, une question et 5 thèmes. Quand on arrive là-bas, je disais, on fait un bon temps. 100 ans à l'arrière, entre 100 et 80 ans à l'arrière, franchement. Donc la ruralité est partout. On verra que c'est notre problème. On verra aussi que ce tourisme naissant peut être incontestablement un vecteur naissant du développement régional. C'est d'ailleurs le sens de ma question. Je vais essayer de montrer en quoi ce potentiel existe. Troisième thème, évidemment, l'artisanat, les traditions et l'ethnographie qui collent à la peau de cette région. Et puis on va terminer par 2 thèmes qui sont très voisins, voire complémentaires. Religion
Et art religieux, comment peut-on imaginer d'aller au Portugal sans parler véritablement de religion? Et fêtes populaires qui ont une tonalité religieuse, c'est vrai, la plupart du temps. Alors, c'est un reportage photographique à base de photos. Voici notre premier thème, une société transfrontale marquée par la ruralité. Et ce qui frappe lorsqu'on arrive là-bas, c'est le lien incontestable qu'il y a entre l'homme et l'animal. Première photo, une vache. Elle n'a rien d'extraordinaire, elle a des cornes gigantesques. Nous sommes dans la région que vous devez connaître, le Barroso. C'est la région de Montalegre. Cette région du Barroso, elle est plus humide. Le Trás-os-Montes, en réalité, c'est deux types de paysages, soit des paysages extrêmement desséchés, peu arrosés, soit un espèce de château d'eau qui s'appelle le Barroso. Et il y a un élevage, évidemment qu'il y a petit élevage. On va y élever des vaches, on va y élever des bœufs. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un animal de trait, très important. D'abord parce qu'il va bien sûr faire la plupart des travaux agricoles. Et puis évidemment, cette viande de bœuf est aussi une viande particulièrement appréciée. Et la viande du Barroso est goûteuse à souhait. Et vous avez d'ailleurs chaque été une grande manifestation qui s'appelle Agro Barroso, pendant laquelle on va voir finalement beaucoup de matériel agricole et beaucoup de ces animaux. Il y a des concours d'animaux tout point comparables à ceux du salon de l'agriculture à Paris, et la longueur de ces cornes justement est appréciée. Le lien entre l'animal et l'homme se manifeste aussi par quelque chose de très curieux dans cette région qui s'appelle le Chegas de Bois. J'espère que je le prononce bien. Je ne sais pas si vous avez cette tradition de ligne. Alors, le Chegas de Bois, c'est surtout pas à confondre avec les combats de taureaux. Ce sont des combats de bœufs, deux animaux qui s'affrontent. Alors, on le voit, j'ai photographié cela, c'est très flou, dans un musée, un écomusée, dont je vais vous parler plus tard. On le voit mal, ce sont deux animaux qui se combattent. Et le combat ne cesse que quand l'un des deux animaux reflue. Et, en quelque sorte, le bœuf va représenter l'honneur des villages. On est dans une tradition typique du Nord. Hein. Vous n'allez rien trouver de similaire ailleurs. Et en tout cas, c'est très éloigné de la corrida portugaise, que vous devez connaître, qui est une corrida à cheval, où il n'y a pas de mise à mort. Mais cette tradition du Chega de Bois a lieu une fois dans l'année, et en général, pendant les fêtes, vous voyez, du mois d'août, du mois de juillet. Il montre cet attachement, finalement, de l'homme et de l'animal. Cet attachement, on va le voir également, évidemment, c'est une photo classique qu'on voit de moins en moins parce que les routes sont de plus en plus carrossables, les voitures ont remplacé les ânes, mais là c'est le taxi de la Chaux-de-Fonds. Vous voyez, ce paysan a été photographié dans un petit village, pas très loin de Boticage, qui s'appelle Allanche. On va encore évidemment se servir de la bulle pour transporter des tas de choses, parce que transporter là en l'occurrence. Et vous voyez, c'est encore un mode de transport utilisé dans une région où les routes carrossables sont récentes, avec une autoroute, je l'ai dit au départ, mais avec des routes empierrées qui relient encore plusieurs villages. Donc ce goudronnage, cet asphalte est arrivé assez récemment. Une association homme-animal qui va de pair aussi, évidemment, avec une architecture typiquement rurale. Alors cette photo, là, on la voit mal, mais je l'ai prise parce qu'il y a, dans ce village qui s'appelle Village de Seco, des toits de chaume. C'est encore un des rares villages où vous avez ces toits de chaume, alors toits de tuiles, toits de schiste, ici toits de chaume, mauvais état visiblement, avec des beaux murs de granit. Ce sont des maisons massives qui ont un double intérêt, surtout l'intérêt de résister davantage aux intempéries et au froid. N'oubliez pas que dans le Trás-os-Montes, nous sommes dans une région froide d'hiver. On a tendance à imaginer que le Portugal est un pays chaud. C'est loin d'être le cas au nord. Vous avez de la neige, vous avez de la pluie, vous avez du froid, et vous avez exactement l'inverse l'été, vous avez la grosse chaleur. Ces maisons ont donc pour qualité première, non pas d'être esthétiques comme elles pourraient l'être en France, des fois elles le sont, à le voir, mais d'être, disons, des maisons qui résistent aux intempéries.